Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur l'ostéoporose et l'activité physique. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation, merci d'être si nombreux en direct et merci de nous regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Si vous nous regardez en replay, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les notifications à chaque fois qu'on met un replay. Et puis, vous pouvez également vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com pour bénéficier du bonus d'être en direct, c'est-à-dire une interaction avec l'intervenante du jour pour poser vos questions. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos questions dans la barre de conversation en direct et puis essayer de résoudre les éventuels problèmes techniques. Donc merci à tous de votre participation aujourd'hui en direct. Je vais laisser la main à Laure, notre intervenante du jour, qui va se présenter, prendre le contrôle du diaporama et pouvoir défiler ses petites diapositives. Parfait. Donc, bonjour à tous, je suis Laure, donc je suis diététicienne nutritionniste. J'ai plusieurs casquettes, à la fois de la consultation en cabinet et en même temps tout ce qui est formation à la fois professionnelle ou formation grand public, ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc nous allons parler d'ostéoporose et nous verrons aussi pourquoi on a stipulé et activité physique durant cette intervention. C'est une intervention. Oh, Non, pardon. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les ah poser oui, dans la barre de conversation. merci Si Pascal. c'est en lien avec la diapositive en cours, j'interromprai Laure pour qu'elle puisse répondre à la question. Alors, Sinon, on je- reprendra tout à la fin, peut-être. alors, comme vous voulez. En tout cas, Voilà. moi, je vois la Tu la conversation, vois. C'est je la parfait. vois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et si c'est des questions peut-être plus techniques ou un peu plus spécifiques, nous attendrons la fin puisque nous avons la chance d'avoir ce temps d'échange en fin de conférence. Surtout que vous allez voir, cette conférence, elle est très ciblée puisque l'ostéoporose, c'est quand même un sujet, c'est pas très large comme sujet. Et vous allez voir que ça reprend en compte à la fois l'alimentation, l'hérédité, qui sommes-nous, et puis l'activité physique. Donc, je vous propose de commencer ensemble et puis surtout vous poser vos petites questions au fur et à mesure. Donc là, c'est vivant. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes vivants, nous avons un squelette qui est vivant et il est vivant. Pourquoi? Parce que quand vous vous cassez un os, quand vous vous cassez, vous faites une fracture, ça fait mal. Ça veut dire que l'os est irrigué. Il est irrigué parce que le sang passe à travers l'os. C'est ce qui fait aussi qu'on a la moelle osseuse. Et donc, c'est important aussi de prendre conscience que l'os est vivant, il est irrigué, il est innervé et il va tout au long de notre vie se régénérer, se transformer. J'attire votre attention sur le fait que l'ostéoporose n'est pas la même chose que l'arthrose. Nous parlons bien de deux pathologies différentes. L'arthrose, c'est une dégénérescence au niveau des articulations. Je vous montre ma main parce que souvent c'est comme ça qu'on le voit, c'est-à-dire qu'on a les doigts qui se transforment, mais on va avoir aussi de l'arthrose sur les différentes articulations qui composent notre organisme. Et effectivement, on peut faire le lien parce que les articulations permettent de faire la jonction entre notre squelette et notre capacité musculaire. Donc, c'est important de ne pas confondre les deux, c'est-à-dire que arthrose, on parle bien d'articulation, c'est une dégénérescence, alors que ostéoporose, on ne s'occupe que du squelette, que de notre ossature. Voilà. Donc là, c'est vivant. Notre squelette, il se renouvelle 4 à 5 fois au cours de notre vie. Et ce n'est pas parce que, je dirais, on s'est cassé quelque chose, même à un certain âge, que l'on ne pourra plus régénérer du squelette, de l'os, en fait. C'est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des zones de notre squelette qui vont peut-être être régénérées un peu plus souvent. Je pense à tout ce qui va être coude, poignet, peut-être au niveau des pieds ou au niveau des jambes. Et il y a d'autres endroits de notre squelette, d'autres os, qui sont moins sollicités et donc qui auront peut-être besoin de se régénérer différemment, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que nous avons un renouvellement constant de notre squelette tout au long de notre vie, mais on aura toujours de quoi
se réparer une fracture. Par contre, c'est pour ça aussi que l'ostéoporose est une pathologie, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plutôt les effets secondaires d'une fracture qui vont pouvoir engendrer un autre problème. Mais en soi, on est extrêmement bien fait. Tout au long de notre vie, on peut renouveler notre squelette et on va voir ensemble qu'il y a plein d'astuces aussi et plein de choses que nous pouvons faire au quotidien pour stimuler un squelette en bonne santé. Donc, il y a 3 périodes qui sont des périodes classiques et ça vaut pour notre squelette, mais ça vaut pour plein de choses en fait. L'enfance et l'adolescence, on construit surtout de l'os et on pourrait même dire au moment du fœtus, c'est-à-dire que pendant la grossesse, eh bien, on fabrique un fœtus, on fabrique un bébé qui, quand il sort, il a déjà un squelette. Donc, c'est vraiment bien fait. Au moment de l'enfance, eh bien, on voit bien que les enfants grandissent extrêmement vite par certains pics, il y a des paliers, et au moment de l'adolescence également. Alors, on a une différence entre les filles et les garçons, mais il n'empêche que on ne fait que construire et on ne va quasiment pas avoir de destruction osseuse, sauf si effectivement il y a une chute, il y a une fragilité liée à la chute ou il y a une fracture, ce qui peut arriver dans ces périodes-là. À l'âge adulte, ce qu'il faut, c'est maintenir un équilibre entre la construction de notre squelette, c'est-à-dire le renouvellement osseux pour pouvoir maintenir un squelette en bonne santé, et la destruction qui est liée à la fois au vieillissement, à l'usure, et puis à ce que l'on fait. Vous bougez au quotidien, vous vous cognez, vous évoluez, et donc, heureusement, vous avez la chance de ne pas être en sucre et de pouvoir faire différentes activités. Et à l'âge de la retraite osseuse, je parle bien senior, c'est retraite osseuse. Donc, on parle de la retraite osseuse à partir de la ménopause pour vous, mesdames, et un peu plus tard, plutôt 65 ans pour vous, messieurs. Et en fait, là, on remarque que notre organisme, lui, va commencer à plutôt détruire en plus grande quantité les cellules osseuses plutôt et en fabriquera moins. Mais cette étape-là, elle est un peu comme tout. C'est-à-dire que j'aime bien donner l'exemple de la parcelle de terrain qui n'a pas changé depuis 30 ans, sauf que la tondeuse est devenue auto-tractée et finalement, vous mettez plus de temps et vous êtes plus fatigué maintenant alors que la tondeuse est auto-tractée, voire c'est un robot et juste à remettre le robot sur la base, ça vous demande déjà une énergie de cinglé, alors qu'avant, vous n'aviez pas la sensation d'être physiquement fatigué ou moins physiquement fatigué par cette activité. Donc, c'est normal aussi en vieillissant que notre organisme ne réagisse plus de la même manière. En vieillissant, on le dit d'ailleurs, c'est comme au moment de la grossesse, il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux, ou il ne faut pas manger plus, il faut manger mieux. Eh bien, en vieillissant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on dépense plus d'énergie pour que notre organisme se maintienne en bonne santé. Et donc, notre squelette, comme notre capacité musculaire, va avoir tendance finalement à avoir besoin de plus d'énergie pour se construire et que le renouvellement se fait moins bien ou de façon plus lente, ce qui est logique aussi. Vous voyez, je porte déjà des lunettes, Pascal aussi, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas tous non plus égaux, mais ça fait partie aussi des symptômes du vieillissement. Et Je ne sois pas désagréable comme ça. non, c'est rassurant, c'est différent. Donc voilà. Mais c'est l'idée, c'est vraiment de se dire que notre organisme vieillit et il faut vraiment le prendre en compte à la fois à l'âge adulte pour maintenir cet équilibre entre construction osseuse et destruction osseuse, renouvellement, il faut qu'il y ait un bon équilibre pour qu'au moment de la retraite osseuse, eh bien, on ait un pool osseux qui soit, je dirais, plutôt à la hausse qu'à la baisse pour limiter cette destruction. Alors, pourquoi c'est une pathologie, l'ostéoporose? Eh bien, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai commencé à amorcer cette question, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, notre organisme est bien fait, on a toujours de quoi renouveler notre os. On n'a jamais vu personne qui ne refabriquait pas excusez-moi, je cherche le mot, du squelette après une fracture. Par contre, ce sont les effets indirects liés à cette fracture qui peuvent poser souci. Puisque si vous avez une fracture à n'importe quel âge de la vie, on va vous demander d'avoir un temps de repos, on va vous demander d'avoir moins d'activité physique, de rester calme, le temps que cette fracture se remette et soit réparée. Eh bien, ce temps de repos, ce temps qui nécessite le renouvellement osseux, eh bien, en vieillissant, il prend plus de temps. Et puis, ça veut dire que si vous êtes quelques semaines sans bouger,
quelques semaines alitées, eh bien, il va falloir retrouver une dynamique. Et la dynamique est impliquée aussi indirectement par une fonte musculaire qui fait que vous allez certainement avoir peur de vous remettre à marcher. Vous ne ferez peut-être plus les mêmes activités qu'avant. Et en même temps, eh bien, vous aurez peur, entre guillemets, de vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, tout ça va jouer aussi sur des effets secondaires de cette pathologie. Et puis, c'est une pathologie parce que c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on n'en parlait pas, c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, on vieillit de plus en plus vieux, de mieux en mieux. On a des examens médicaux qui nous permettent aussi d'analyser notre santé à un moment T. Et donc, on sait que si on ne fait rien, on risque d'aggraver cette pathologie. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. Et donc, la problématique, les conséquences, c'est que si on diminue la masse osseuse, indirectement, on va modifier l'architecture de l'os. Quand je dis modifier l'architecture de l'os, on est d'accord, on parle bien ossature, on ne parle pas articulation. Votre os va avoir le même aspect, mais la qualité ne sera plus la même. C'est comme ça que vous allez avoir une modification de cette architecture. Voilà ce qui se passe. L'ostéoporose, vous avez en face de vous 2 photos avec un os normal, en bonne santé, où vous voyez finalement qu'il y a très peu d'alvéoles. Il est très compact, très dense. Et à côté de ça, vous avez un os atteint d'ostéoporose, où là, on voit que les alvéoles sont un peu plus larges. Et on voit que finalement, eh bien, il y a plus de marron que de jaune pâle. Si je devais prendre un exemple concret pour vous expliquer ce que c'est que l'ostéoporose, ou le vieillissement de notre os, je vais prendre l'exemple d'une éponge. On a tous une éponge chez nous que l'on utilise au quotidien. Donc, alors excusez-moi, j'ai une petite question sur les traitements en dehors de l'acide hyaluronique. En fait, les traitements, on va les voir après. Il y a des traitements qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'on a des apports que l'on va avoir au niveau nutritionnel, au niveau physique, on le verra après. Mais sinon, il y a des compléments en calcium et en vitamine D et on le verra après. Donc, je reprends ma petite interaction sur l'éponge. En fait, j'ai rien trouvé de mieux pour vous expliquer ce que c'est que notre os. Là, vous avez devant les yeux une éponge neuve qui n'a jamais servi. Et donc, vous avez bien la partie jaune qui est la partie interne de l'os, donc avec ses alvéoles, et puis la partie verte qui est l'extérieur de l'os et qui permet finalement d'amortir les chocs. Donc, le vert permet d'amortir le choc, d'avoir une protection, et l'intérieur permet finalement d'éviter les vibrations trop importantes. Donc, cette éponge, c'est vraiment quand vous mettez de l'eau dedans, eh bien, elle va garder l'eau, elle va frotter correctement pour votre gamelle. Eh bien, votre os, c'est pareil. C'est entre l'amorti et le fait qu'il a une densité qui permet de maintenir une qualité osseuse intéressante, eh bien, c'est le deal. C'est comme ça qu'un os doit être. En vieillissant, vous voyez bien que votre éponge, elle retient moins l'eau, les alvéoles ne sont plus les mêmes, et que ma partie gratounette, finalement, elle vieillit aussi. Ça veut dire que là, ce qui se passe par rapport à une fracture, c'est qu'à un moment donné, comme la partie verte est usée, entre guillemets, eh bien, l'amorti du choc, la protection est moins bonne et les vibrations vont être beaucoup plus ressenties sur ma partie jaune. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir fracture. Alors, peut-être qu'on va avoir une fracture en vieillissant sur une action qui, finalement, n'aurait pas eu d'impact il y a encore quelques années. C'est ce qu'on appelle aussi des fois la fracture le col du fémur. On peut avoir une fracture spontanée. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, c'est cassé. Mais parce qu'il n'y a même pas eu besoin d'avoir de choc. À un moment donné, l'os est fatigué, il s'arrête. Donc, on va pouvoir refabriquer de l'os. Par contre, effectivement, eh bien, il sera certainement, on ne reviendra pas à un détail comme nous avons sur mon éponge de départ. Et donc, ça, c'est à prendre en compte également. C'est-à-dire qu'on peut toujours refabriquer de l'os, mais on ne peut pas, on va renouveler ce qui est usé, mais on ne peut pas refabriquer à une échelle X plus x10, x10, x20, voilà. Ça, c'est plus possible. Contrairement à la capacité musculaire. Quand vous avez une fracture, si vous faites de l'activité physique régulière, si vous vous bougez, vous allez pouvoir refabriquer du muscle et votre muscle, il va remonter à la hausse. Alors que l'os, finalement, on ne fait que
stabiliser là où il en est. Et c'est ça la problématique de l'ostéoporose, c'est qu'à un moment donné, si vous stabilisez, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème trop bas, la fragilité, elle est là et elle va rester sournoise. Alors que si on a fait tout ce qu'il fallait pour bien maintenir une activité physique et une activité osseuse intéressante à l'âge adulte, eh bien finalement, votre palier de départ au moment de la retraite osseuse va être beaucoup plus haut. Et donc, les fragilités de l'os, on va le voir régulièrement. Alors, sur des sujets divers, ça peut être le tassement vertébral. Et ça, on l'a tous. Quand on vous dit que vous perdez des centimètres, on a tendance à se tasser. C'est-à-dire qu'on part de comme ça à comme ça. Et donc là, c'est un début d'ostéoporose. Et chez les Asiatiques, eh bien, il y en a beaucoup. Vous voyez, déjà, ils sont plus petits que nous, mais ils se tassent beaucoup. Et donc, le tassement vertébral, c'est une des fragilités que l'on peut visible pour notre squelette. Le deuxième point, c'est les fractures du poignet. Et ça, les fractures du poignet, c'est plutôt pour des jeunes femmes entre 30 et 40 ans. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes jeune maman avec des enfants, des sacs, une voiture, dans la cuisine, dans tout ce qu'il y a à faire, finalement, vous sollicitez beaucoup vos poignets pour fermer les placards, fermer la portière de la voiture, pour aussi porter des charges. Et donc, si vous avez une fragilité osseuse liée, on le verra, soit à votre hérédité, soit à des pathologies ou des traitements, eh bien, vous pouvez vous casser. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte pour ces jeunes femmes-là, parce qu'elles se cassent le poignet, qui a déjà une fragilité. Et finalement, c'est plutôt une chance qu'elles se cassent le poignet à ce moment-là, parce qu'on va pouvoir mettre en place un système pour justement, je vous dis, limiter encore la diminution de cette capacité musculaire, osseuse, et donc favoriser un renouvellement osseux. Ensuite, nous avons aussi les fractures du col du fémur, donc nous en avons parlé tout à l'heure, qui peuvent être soit spontanées, mais ça c'est vraiment dans le pire des cas, soit liées à une mauvaise chute. Alors, je disais tout à l'heure, on se prend les pieds dans le tapis, mais ça peut être aussi des fois juste se cogner ou arriver sur une chaise un petit peu plus de tout son poids finalement, parce que la chaise était plus basse qu'on l'imaginait ou plus souple qu'on imaginait pour certains fauteuils. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des fragilités qui nous permettent de reconnaître qu'il peut y avoir un souci. En fait, c'est un problème de santé publique, comme je vous le disais, parce que l'ostéoporose est à l'origine de 400 000 fractures chaque année. C'est énorme. Soit, c'est comme je vous disais, l'exemple des fractures du poignet et c'est plutôt jeune, soit c'est plutôt en vieillissant. Mais vraiment, c'est un problème de santé publique parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont hospitalisés. Ça veut dire aussi que ce sont des gens qui ont besoin d'une prise en charge particulière. Et pour certaines personnes vieillissantes, eh bien, il va falloir aller en centre de rééducation où il va falloir être hospitalisé un peu plus longtemps parce qu'ils ne peuvent pas forcément retourner chez eux puisqu'ils peuvent être isolés. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un problème de santé publique. Il y a environ 40 000 nouveaux cas de tassement vertébraux par an. Vous en faites peut-être partie, je suis désolée, mais c'est vrai, ça joue. Ça va avec les lunettes. Et il y a 35 000 fractures du poignet par an. Et on a quand même 50 000 fractures du col du fémur. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien, ça ne va cesser d'augmenter puisque la population est vieillissante et qu'on dit qu'on vieillit toujours mieux que ce qu'on vieillissait, mais on vieillit plus tard et donc on a d'autant plus de risques de se prendre les pieds dans le tapis ou alors d'avoir une fragilité qui s'installe. Donc ça, vraiment, il faut faire attention à ça. Il y a 50% des fractures du col du fémur qui gardent un handicap. Quand je vous disais handicap, ce n'est pas lié à la fracture en soi, c'est plutôt lié au fait que, eh bien, on va être alité longtemps ou on va avoir peur de reprendre une activité physique ou de marcher, et donc on va marcher de moins en moins bien. Ça peut être aussi le fait que certaines personnes n'ont pas pu retourner chez elles après la fracture et donc finalement vont être prises en maison de retraite ou en suivi. Et donc ça peut jouer aussi sur le fait qu'on va garder un handicap. Et puis, si on ne fait rien, en 2050 c'est demain, il y aura 2 fois plus de cas en Europe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes acteurs et je vais vous donner les pistes pour justement maintenir votre capacité osseuse
à un plateau qui est au plus haut, quelle que soit notre tranche d'âge. Donc, les personnes concernées, eh bien, c'est surtout les femmes. C'est une femme ménopausée sur 3. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la grossesse, nous, les femmes, on va avoir tendance à moins fixer le calcium puisqu'on va valoriser un squelette chez le bébé à venir, qui est en construction. Donc déjà, on va avoir un apport, on va, nous, moins fixer le calcium pour nous et on va le fixer chez l'enfant. Et puis ensuite, avec la ménopause, nous n'avons plus d'hormones qui stimulent la fixation à la fois de la vitamine D et à la fois du calcium. Donc, ça va jouer. Mais je dirais qu'il n'y a pas que les femmes, vous voyez aussi que les hommes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle surtout, on fait un amalgame femme égale ostéoporose, mais de plus en plus d'hommes aussi, puisque messieurs, vous avez la chance de vivre de plus en plus vieux. Et donc, on va voir tout à l'heure que votre squelette se fragilise aussi, vieillit. Je suis désolée, mais c'est vrai, vieillit. Et donc, vous aussi, vous pouvez être impacté par de l'ostéoporose. Mais c'est quand même plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Donc là, je reprends finalement ce que nous avons dit tout à l'heure sur la qualité entre un os sain et un os ostéoporotique, qui va devenir finalement spongieux, plus fragile, moins résistant, et donc il y a un risque d'accru de fracture. Et donc, je vous remets que finalement, c'est plus souvent chez une femme que chez un homme. C'est plutôt 39% des Françaises d'environ 65 ans, mais ça joue quand même sur une hospitalisation qui est de plus en plus importante. Et donc, la masse osseuse, je vous l'ai dit, elle diminue avec l'âge. Que vous soyez un homme ou une femme, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu parce qu'on construit moins, on renouvelle moins que ce que l'on détruit. C'est logique. On perd aussi en muscles, on perd en audition. C'est normal. En vieillissant, notre organisme, il réagit différemment. Il y a une usure générale. Et donc, pour notre squelette, nous avons aussi cette usure générale. Donc, on voit que chez les femmes, c'est donc en rose, on voit bien qu'effectivement, au niveau de la retraite osseuse, nous commençons à avoir une diminution. Et chez les hommes, on a une diminution qui est moins flagrante et qui est plus dans le temps. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il y aura un risque pour vous, les messieurs. On sait aussi que cette diminution de la masse osseuse peut être indirectement accentuée par des traitements type chimiothérapie, corticoïdes à haute dose et ce genre de choses. Donc, pour des personnes, hommes ou femmes, qui ont eu des traitements, comme je viens de citer, cela peut avoir un impact aussi sur le fait que vous ne fixiez plus de la même manière le calcium. Donc, si c'est sur une longue durée, malheureusement, on sait que ça a un impact aussi. On sait que les personnes, par exemple, les femmes qui ont eu un cancer du sein, qui sont ménopausées plus jeunes, eh bien, on va ménoposer chimiquement, entre guillemets, puisque c'est une obligation et c'est les traitements qui jouent, eh bien, nous allons avoir des compléments en calcium et en vitamine D, voire un substitut hormonal pour pouvoir limiter cette diminution et faire en sorte que cette diminution arrive à l'âge où elle aurait dû arriver et pas trop avant. Puisque je vous l'ai dit, le but, c'est de stabiliser notre capacité, notre maximum de taux de calcium, de masse osseuse de bonne qualité, je dirais à un âge le plus avancé pour que la diminution et la perte soient moins importantes en vieillissant. Il y a des facteurs favorisants et donc on va voir qu'il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons jouer, on peut avoir un impact et il y a d'autres facteurs où malheureusement, eh bien, on n'a pas d'impact. Donc on voit on revient sur le fait que c'est plutôt les femmes de plus de 50 ans que les hommes, même si avec l'âge qui augmente, eh bien, les hommes sont aussi touchés. On voit aussi que notre gabarit, si vous avez été toujours plutôt très menu, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça peut jouer puisque votre capital osseux est déjà moins important de départ que sur quelqu'un qui est plutôt massif. On dit d'ailleurs, non mais j'ai une ossature assez importante. Donc, on sait aussi que ça peut jouer en fonction de si vous avez une ossature plus ou moins importante. Comme je vous le disais, la ménopause va jouer et surtout si elle a été précoce. On reviendra sur le calcium, la vitamine D, les antécédents familiaux, l'activité physique, le tabac et l'alcool et indirectement l'équilibre alimentaire.
On a une question de Catherine. Est-ce que les femmes nullipares sont-elles moins touchées? Alors effectivement, certainement, elles sont moins touchées puisqu'il n'y a pas cette cassure, sur l'absorption calcique. J'ai pas à ma connaissance d'études à ce niveau-là. Maintenant, c'est toujours pareil, pour peu qu'il y ait eu une chimiothérapie ou ce genre de choses, ça peut avoir un impact, effectivement. Donc les facteurs sur lesquels on peut rien, c'est-à-dire que là, on subit, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça va être le sexe. Vous êtes né homme, vous êtes né femme, à un moment donné, ça, voilà, ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors et si jamais il y a un changement entre 2, à la base, ça veut dire que les substituts hormonales font que, de toute façon, ça peut quand même avoir un impact. L'âge, on a beau se mettre toutes les crèmes anti-rides, on a beau mettre tout ce qu'on veut comme traitement, faire, voilà, à un moment donné, vous avez l'âge que la carte d'identité vous donne et votre organisme a l'âge que vous voulez bien avoir. Et donc ça joue. Les antécédents familiaux, et ça c'est un problème, les antécédents familiaux, c'est que à la fois, eh bien, on ne savait, c'est pas forcément des choses dont on parlait avec nos parents ou nos grands-parents. Et puis je vous dis, c'est une maladie qui est assez récente. Donc il y a 20 ou 30 ans, on n'en parlait pas. Donc est-ce que Mamie Christiane, est-ce que Tata Janine, elle avait de l'ostéoporose? Eh bien, on n'en sait rien. On ne détectait pas, on ne cherchait pas. Et en plus, les gens vivaient moins vieux, donc on ne sait pas. Ils faisaient aussi également plus d'activité physique, on en parlera tout à l'heure. Donc, les antécédents familiaux, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est aussi un peu la santé des sujets un peu tabous, ménopause, ce genre de choses. C'est pas forcément, ça commence à rentrer dans les mœurs de pouvoir en discuter au niveau de l'intergénérationnel, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours des sujets qui sont abordés. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, en faisant régulièrement, si on sait qu'on a un souci, un test pour voir si notre densitométrie osseuse est correcte ou pas, et si jamais il y avait eu un souci, que l'on puisse en parler à nos enfants, nos petits-enfants. On a aussi un devoir à ce niveau-là de prévenir pour les générations à venir. Il y a des facteurs sur lesquels on peut intervenir. Tout ce qui est carence œstrogénique. Ça, c'est dans le cas, par exemple, d'une personne, plutôt les femmes, qui ont eu un cancer du sein et donc qui vont être ménopausées chimiquement tôt et avec des traitements de chimiothérapie qui ont pu être plus ou moins lourds. Mais ça peut être aussi dans le cas de femmes qui ont eu d'autres traitements de chimiothérapie pour d'autres raisons. Ça va être aussi pour des jeunes femmes qui sont ménopausées plutôt jeunes. Et ça, c'est pareil, intérêt d'en parler. Si votre maman était ménopausée jeune, peut-être que ça vaut le coup d'en parler avec elle parce que vous serez peut-être ménopausée jeune. Ou c'est ce qui fait que vous étiez peut-être ménopausée plus jeune. Donc, les carences œstrogéniques, c'est vraiment à prendre en compte puisqu'on sait que les œstrogènes vont stimuler la fixation du calcium et le renouvellement aussi au niveau osseux et la fixation de la vitamine D indirectement. La sédentarité. La sédentarité, on sait aussi que à la fois notre squelette et notre capacité musculaire sont forcément en lien. Si vous prenez dans vos souvenirs Oscar, qui était le squelette quand nous étions en collège ou en école, eh bien Oscar, il tenait par une tige de fer. Il ne tenait pas tout seul. Votre squelette, il ne tient pas tout seul. Votre squelette, il a besoin de cette tige de fer qu'on appelle la capacité musculaire pour se maintenir droit, pour être en forme et pour vous permettre de vivre au quotidien. Donc la sédentarité, c'est accentuer, c'est stimuler aussi le renouvellement et la fabrication de cette capacité musculaire pour que votre tige de fer puisse vous maintenir le plus longtemps possible, le plus droit possible et structurer le squelette. Ça, c'est vraiment important. Et les facteurs nutritionnels, eh bien, depuis le début, je vous en parle. On parle de vitamine D, on parle de calcium. Et pour qu'il y ait du muscle, il faut des protéines. Donc, nous allons parler de ça aussi. Donc, les facteurs nutritionnels, ce sont les protéines. Les protéines, ce sont des macronutriments qui vous permettent de fabriquer du muscle et donc de potentialiser votre capacité musculaire. Maintenant, vous pouvez manger toute la protéine que vous voulez. Si vous ne faites pas d'activité physique, à un moment donné, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est important aussi de se dire que la protéine, on en a besoin et pour maintenir une capacité musculaire intéressante. Et c'est notre alimentation qui va nous fournir ces protéines de bonne valeur biologique, de bonne qualité nutritionnelle, pour que l'on puisse maintenir notre capacité musculaire
actuelle, voire la redynamiser en faisant l'activité physique. La vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine que l'on va trouver dans tout ce qui est matière grasse. Elle est dite liposoluble, c'est-à-dire qu'on ne la trouve que dans les matières grasses. Et donc, elle a pour bénéfice de nous aider à stimuler la fixation du calcium. La vitamine D, on peut aussi la trouver via les rayons du soleil qui vont venir la synthétiser sur notre peau. D'où l'intérêt d'être plutôt dehors que dedans quand il fait beau, d'être plutôt en t-shirt ou en bermuda qu'en pantalon et col roulé. Voilà, aujourd'hui, nous, en Normandie, il fait beau, mais quand même, je n'irai pas jusque le bermuda et le t-shirt. Il faisait -3 ce matin. Ça pique un peu, mais il n'empêche que rien que d'être dehors, vous avez déjà votre tête qui est découverte. Et donc, rien que ça, déjà, c'est une bonne chose pour la vitamine D et pour l'activité physique. Donc, il faut penser à sortir. Le calcium est un minéral que l'on ne trouve que dans les produits, enfin, que l'on ne trouve majoritairement dans les produits laitiers. Et je fais ce lapsus que parce qu'en fait, on dit calcium et produits laitiers parce que le degré d'absorption du calcium laitier au niveau de notre tube digestif est d'environ 30 à 35 alors que le calcium que l'on va trouver dans les autres familles d'aliments, je pense à tout ce qui va être la famille des féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, tout ce qui est fruits et légumes, eh bien, ça n'a un degré d'absorption au niveau intestinal que de 5 Donc, d'où l'intérêt quand même de manger des produits laitiers. Qu'ils soient de vache, de chèvre ou de brebis, l'apport calcique est exactement le même. Par contre, pour tout ce qui est produits végétaux, je pense yaourt au coco, yaourt de soja par exemple, eh bien, on n'a plus le droit d'avoir des enrichissements. Et en plus, l'enrichissement, ben, on ne savait pas si c'était végétal ou animal. Donc, l'apport n'est pas le même. Prenez ça en compte. On le verra tout à l'heure avec des précisions. Donc, les protéines, elles favorisent la synthèse osseuse. Elles aident aussi à fixer le calcium et elles permettent d'avoir une capacité musculaire, soit qui va se maintenir, soit si vous avez une fracture ou si vous avez eu ce genre de choses, on va optimiser un plateau repas un peu plus riche en protéines de bonne qualité nutritionnelle pour pouvoir stimuler une fabrication un peu plus intense de votre muscle. Ça limite la sarcopénie. La sarcopénie, c'est un nom un peu bizarre pour dire que c'est une maladie où il y a une diminution de la masse musculaire. Et la diminution de la masse musculaire, si vous avez eu l'occasion d'être alité, alors que ce soit Covid, grippe ou alors au pire fracture, eh bien vous vous rendez compte que 3-4 jours où vous êtes au fond de votre lit sans bouger, eh bien c'est d'autant plus difficile de continuer à se rebouger. Et on voit déjà que nous avons une diminution de notre capacité musculaire en quelques jours. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que l'activité physique au quotidien joue un rôle. L'activité physique, ce n'est pas forcément aller courir le marathon de New York. C'est aller balayer ma cour, c'est monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est sortir, c'est aller chercher le pain à pied si c'est possible, c'est s'occuper de sa maison, c'est faire des pas. Si vous avez un téléphone connecté, vous pouvez très bien calculer le nombre de pas que vous faites par jour et voir si vous êtes à 2000, 3000 ou beaucoup moins ou beaucoup plus. Et donc ça, c'est de l'activité physique. Donc les protéines, on va les trouver à la fois dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et dans les produits laitiers. Ça, ce sont les protéines d'origine animale. Les protéines d'origine animale au niveau viande, poisson, œufs, abats vous apportent également du fer, pour le poisson de l'iode et le calcium, ça sera aussi au niveau des produits laitiers, on en a parlé tout à l'heure. Les protéines sont intéressantes parce qu'elles vous apportent, elles vous permettent de fabriquer ou de consolider votre capacité musculaire. Le but, ce n'est pas d'en consommer 300 grammes à chaque repas, on est bien d'accord. Les recommandations, c'est 500 grammes de viande, poisson ou œuf par semaine. Et donc, c'est de la viande cuite, c'est de la viande mijotée, grillée, voilà. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être charcuterie, jambon, thon en boîte, ce genre de choses. Et donc là, on part du principe que l'équivalent d'une portion, comme ma paume de main, par jour, est suffisante ou par repas en fonction de vos habitudes alimentaires. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut environ 150 grammes par jour de viande, poisson ou œuf. D'accord. Et après, ce qu'il faut, c'est aussi varier les sources de viande, poisson ou œuf tout au long de la semaine.
La viande rouge, effectivement, va vous apporter du fer, mais c'est une fois par semaine. Et elle peut être hachée comme elle peut être sous forme de beefsteak ou de bœuf bourguignon, ce genre de choses. Pour les œufs, on vous dit qu'attention, les œufs, il peut y avoir une incidence sur le calcium. Donc, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'effectivement, sur le calcium, sur le cholestérol, pardon, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que à haute dose, à haute dose, oui, ça peut avoir un souci, mais en prenant 2 œufs par jour, il n'y a pas de problème. Par contre, faites attention effectivement aux autres sources d'œufs cachés. C'est ça la problématique. C'est que si vous avez des œufs dans les pâtes, des œufs dans un gâteau, des œufs dans une quiche ou ce genre de choses, effectivement, votre quota est beaucoup plus important que l'équivalent de 2 œufs par jour. Le calcium, on le trouve donc dans les fromages et les produits laitiers. Et donc, on verra ensuite les portions, mais c'est 30 grammes de fromage, c'est un yaourt, c'est un verre de lait, c'est pas la moitié du camembert tous les soirs. On est bien d'accord. Et c'est 2 à 3 portions de fromage par jour. Le fromage, comme je vous l'ai dit, qu'il soit de chèvre, de brebis ou de vache, la qualité protéique est la même et la qualité calcique également. Ce qui va changer, c'est le côté gustatif et que pour les produits version brebis ou chèvre, il est plus difficile de trouver des 0% ou des demi-écrémés. Souvent, vous avez des produits entiers. Donc, voilà. Et le calcium, que vous soyez sur un yaourt nature 0% demi-écrémé ou entier, la différence de calcium n'a rien à voir avec la quantité de matière grasse. La quantité de calcium sera identique. Ce qui va varier sur les exemples que je vous ai cités, c'est la quantité de matière grasse. D'accord? Donc ça, c'est important de se dire que quel que soit le produit laitier, si vous souhaitez faire attention à votre ligne ou limiter les matières grasses d'origine animale, eh bien, si vous prenez des yaourts ou du fromage blanc ou des petits suisses plutôt allégés en matière grasse, eh bien, la quantité de calcium sera la même. Pour un morceau de fromage, eh bien, plus le fromage est dense, moins on en consommera. Et par contre, plus le fromage est liquide, semi-liquide, eh bien, plus finalement, il faudra augmenter un peu la portion pour pouvoir avoir un apport calcique de même valeur nutritionnelle. Donc, en pratique, on va consommer viande, poisson ou œuf au moins une fois par jour. Et je vous dis, c'est à hauteur de 150 grammes sur la journée. Consommation de produits laitiers 2 à 3 fois par jour sur des portions raisonnables. Et le complément en protéines peut être apporté par les légumes secs et les céréales, qui seront un complément en protéines d'origine végétale. Pour les personnes qui sont végétaliennes ou végétariennes, c'est-à-dire qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs, eh bien, l'association céréales, légumes secs ou féculents, pâtes, riz, pommes de terre avec des céréales ou avec des légumes secs va vous permettre d'avoir une qualité protéique au niveau végétal de même valeur biologique qu'un œuf. Ce qui se passe, c'est que l'œuf, il est constitué de 9 acides aminés essentiels. Essentiels parce que vous et moi, on ne les fabrique pas. Par contre, les protéines d'origine végétale ne sont constituées que de 7 à 8 acides aminés essentiels en fonction du type de féculents, du type d'aliment de cette famille-là que vous consommez. D'où l'intérêt de les associer pour être sûr que nous allons avoir la même valeur au niveau acide aminé, la même combinaison d'acides aminés qu'un œuf. Donc sans souci. Donc là, je vous montre au niveau du calcium une étude, alors qui n'est pas récente mais qui est parlante, de ce qui se passe en fonction de la quantité de calcium ingérée. Donc 1 gramme de calcium par jour, c'est l'équivalent plutôt de 3 à 4 produits laitiers. Portions de produits laitiers. 0,5, c'est plutôt 1 à 2 portions de produits laitiers. Eh bien, on voit qu'en vieillissant, si on consomme moins de calcium, et finalement, le risque de fracture du col du fémur augmente par rapport à la ligne verte où on est sur 3 à 4 produits laitiers par jour. On voit qu'il y a quand même une diminution et un risque de fracture du col du fémur, mais finalement, on maintient quand même, je dirais, on est entre 10 et 15 ou 10 et 20, alors que sur le rouge, on monte assez facilement à 50% du risque de fracture du col du fémur. Donc, c'est vraiment pour vous dire que le calcium, c'est la clé de notre squelette, de notre structure osseuse.
Si je prends toujours la même une étude, toujours avec le calcium, on voit que quel est l'impact du calcium sur la densité osseuse? Eh bien, on voit quand même que, il y a une diminution, que ce soit avec du calcium ou que ce soit avec le placebo. Par contre, il y a moins s'il y a le placebo. Maintenant, comme toute étude, il faut avoir un esprit critique. C'est-à-dire que le placebo, eh bien, si vous savez que vous faites une étude pour savoir si votre squelette est en bonne santé ou pas, ben peut-être que indirectement, placebo ou pas placebo, vous allez faire un peu plus d'activité physique, vous allez faire attention à ce que vous mangez, puisque en gros, vous êtes observé. Donc, indirectement, le placebo fausse un peu la donne. Et donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, toutes les études sont toujours à prendre avec un esprit critique. Le calcium, quand on consomme 1200 mg de calcium par jour plus un apport suffisant en vitamine D, eh bien, on a une diminution de 30% des fractures du col du fémur. Pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. On est tous acteurs maintenant de la qualité de notre muscle et la qualité de notre squelette. Si vous ne consommez pas du tout de produits laitiers, soit par goût, soit par intolérance, soit par allergie, eh bien sachez qu'il y a d'autres façons d'apporter du calcium. Soit, on l'a dit tout à l'heure, par des compléments, et là, ça va être du calcium que vous consommez tous les matins sous forme de médicaments, associé à de la vitamine D. D'ailleurs, vous le voyez bien, hein, ça joue aussi, toutes nos personnes âgées sont complémentées en vitamine D, et on est conscient maintenant, que ce soit les enfants ou même nous, adultes, on est quand même complémentés en vitamine D. Et puis sinon, tout ce qui va être l'eau style Hépar, je le cite parce que c'est une des rares qui est riche en calcium, un verre d'eau d'Hépar est l'équivalent d'un verre de lait au niveau des apports calciques. Donc, ça peut aussi jouer pour ces personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Sachant que, je vous l'ai dit, les autres familles apportent aussi du calcium, mais en absorption moindre au niveau de votre tolérance intestinale. Donc, le calcium, si on devait faire un point sur ce que nous consommons à l'âge adulte et à l'âge de la retraite osseuse et quels sont nos besoins, eh bien, on voit quand même qu'à l'âge adulte, on est limite pour les hommes et on est en dessous pour les femmes. Mais ce qui se passe souvent, c'est comme on veut faire attention à sa ligne, comme on veut bien faire, eh bien, comme on ne sait pas si on a le droit de manger un produit laitier de vache, de brebis, est-ce que c'est bon pour la santé ou pas bon, et que c'est un petit peu des phénomènes de mode, eh bien, on est déjà en dessous de ce qu'il faudrait. Et je vous ai dit, l'idéal, c'est quand même d'essayer d'avoir à l'âge adulte un potentiel osseux, puisqu'il se stabilise, puisqu'on a autant de construction que de destruction, qui soit déjà le plus haut possible. Et par contre, au niveau de la retraite osseuse, on voit bien qu'on est loin, que l'on soit un homme ou une femme, des recommandations. Alors, les recommandations ont été un peu vues à la baisse, mais il n'empêche qu'on est en dessous de ce qu'il faudrait. Et donc, je me répète, que vous ayez des produits laitiers type allégé, demi-écrémé ou entier, la quantité de calcium n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment la quantité de matière grasse. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis, il peut y avoir des compléments type eau, prendre de l'eau départ, par exemple, plutôt que du lait, pour ceux qui n'aiment pas les produits laitiers. Et pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers par goût, par choix, par régime alimentaire, eh bien, dans ces cas-là, ça vaut le coup d'en parler avec votre médecin traitant pour justement, comme demandait Catherine, de faire une ostéodensitométrie osseuse. C'est-à-dire que cette ostéodensitométrie osseuse va vous permettre de faire un point sur la qualité de votre squelette à un moment T. Je me répète, on ne pourra pas réaugmenter votre capacité osseuse. Par contre, on pourra la stabiliser. Et c'est déjà énorme. D'accord? Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont eu soit des traitements répétitifs, on l'a cité tout à l'heure, soit qui ne consomment pas du tout de produits laitiers pour X ou Y raison, ça vaut le coup d'en parler avec votre médecin traitant et de faire un point avec lui pour voir s'il faut faire une densitométrie osseuse, savoir quel est le degré de calcium au niveau sanguin. Enfin, il y a différents petits examens qui sont indolores, qui vous permettent quand même de faire un point à ce niveau-là et de voir s'il faut une complémentation adaptée et sous quel dosage. Voilà. Donc là, je vous remets les équivalences en produits laitiers, à la fois ce que l'on nomme comme portion de produits laitiers, donc une part de camembert, une part d'emmental, une part de un yaourt ou un grand verre de lait. Grand verre de lait, c'est les verres de 200 millilitres.
C'est pas non plus le 33, hein, c'est 200 millilitres. Et les équivalences que peuvent nous apporter les autres familles d'aliments. Donc, vous voyez, une part de camembert, c'est 2 baguettes et demie. Une part d'emmental, c'est quand même 1 kg de chou vert. Alors là, au niveau du tube digestif, vous risquez d'être dérangé, surtout si c'est 2 à 3 fois par jour. Donc ça, c'est important aussi de se rendre compte que les autres familles apportent aussi du calcium, mais effectivement, c'est là où c'est concret, je vous parlais de ce degré d'absorption qui est moindre. Donc, un produit laitier à chaque repas, et on parle bien de portions de produits laitiers et pas la moitié du camembert. Pour la vitamine D, comme je vous disais tout à l'heure, la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, que l'on trouve dans les matières grasses, comme les autres vitamines A, D, E, K. Et c'est aussi une vitamine D qui va être synthétisée par les UV du soleil sur notre peau pour augmenter l'absorption intestinale du calcium. Donc, d'autant plus pour les personnes qui consomment peu de produits laitiers et les autres familles d'aliments vous en apportent, et fixer le calcium par l'os. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, d'être dehors, d'être au grand air. Et on ne vous demande pas de vous exposer ou de faire la crevette au bord de la piscine ou dans le jardin, pas forcément. Mais sachez qu'être dehors, se bouger et oser montrer un peu de sa peau, c'est plutôt intéressant. Alors, effectivement, fromage blanc, petit suisse sont des équivalences. Et comme ils sont un peu plus compacts et il y a un peu moins d'eau qu'un yaourt, effectivement, le degré de concentration du calcium sera un petit peu plus. Donc, sans souci, tout ce qui est fromage blanc, yaourt, petit suisse, faites juste attention quand même à tout ce qui va être, alors je cite des noms, yaourt type perle de lait ou yaourt à la grecque, qui ont bien du calcium, ce n'est pas le souci, par contre, qui sont à 10% de matière grasse. Pour rappel, la crème fraîche allégée, c'est 12,5%. Voilà. Et c'est plutôt des pots de 150 que de 125 ou de 100. Donc, faites attention à ça. Donc, le but, c'est vraiment de bouger. Je vous ai dit, on peut avoir un aspect nutritionnel, on l'a vu par le biais des produits laitiers, par le biais de nos apports en protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Mais on a aussi un impact à avoir au niveau de notre activité physique. C'est parce que nous allons nous bouger que nous allons continuer de mobiliser notre squelette et notre capacité musculaire, à la fois pour la fixation des protéines et en même temps pour la fixation du calcium. Nous avons dit tout à l'heure aussi que la maigreur pouvait avoir un impact, qu'on soit un homme ou une femme. On a parlé aussi du tabac. Le tabac fait que l'absorption va être moins importante au niveau calcique et au niveau vitamine D. Et puis, on sait aussi que les personnes qui fument beaucoup ont peut-être tendance à manger moins. Et donc, ça peut avoir un impact aussi sur le choix alimentaire que vous allez faire. L'alcool déshydrate. L'alcool, c'est de la calorie. Et l'alcool, si c'est 1 verre ou 2 verres de vin par jour et que ce n'est pas régulier, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est régulier et à haute quantité, on sait aussi que ce sont des gens qui vont manger moins ou différemment sur certains choix alimentaires. Donc, ça peut avoir un impact également. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, bouger, parce que dans tous les cas, c'est bon pour la santé, c'est bon pour notre squelette, c'est bon pour notre capacité musculaire, c'est bon pour le moral, indirectement. Vous voyez, en Normandie, là, il fait beau, il a beau faire froid, et bien, tout d'un coup, les gens ont le sourire. Alors que la semaine dernière, il pleuvait, il faisait humide, c'était soupe à la grimace. Et puis, ça permet aussi de rencontrer du monde, ça permet aussi de créer du lien indirectement et d'avoir une maison en état, propre, agréable à vivre. Et puis, bien s'alimenter, c'est à la fois la qualité, la quantité. On a vu que finalement, il faut savoir s'écouter. Ce n'est pas la peine de manger des quantités pas possibles. Ce qu'il faut, c'est manger de tout en quantité adaptée par rapport à notre appétit et par rapport à nos besoins. Et puis, c'est aussi valoriser les différentes sources de protéines, de calcium que l'on peut avoir au niveau de nos habitudes alimentaires. Merci beaucoup, Laure. Je vous invite Merci à à vous. remplir notre questionnaire de satisfaction. Ne partez pas, restez bien jusqu'au bout. À la fin de l'enregistrement, j'ouvrirai vos micros et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Laure. Donc, par contre, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte bleu sur la diapositive ou alors en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. C'est important pour nous que vous puissiez le remplir afin qu'on puisse faire un retour à nos financeurs.
Notre prochaine visioconférence, c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Pour le moment, je vous parle de la chaîne YouTube de Gwendoline. Je vous avais mis le lien tout à l'heure dans la barre de conversation. Vous pouvez retrouver tous nos replays. Donc le replay de cette visioconférence sera disponible dès cet après-midi si vous avez envie de revoir certaines choses. Pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis je vous invite également à télécharger gratuitement le livre audio Ça déménage chez les seniors, ainsi que les podcasts réalisés en partenariat avec Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez sur comment se passe un déménagement quand on est senior, comment déménage-t-on, comment vit-on dans un nouveau logement, comment peut-on aménager son logement pour rester chez soi. Il y a tout un tas de thématiques autour du déménagement et de bien vivre chez soi. Notre prochaine visioconférence, donc, ce sera le jour de la Saint-Valentin, mardi 14 février à 10h, et la thématique sera Vieillir ensemble, quels enjeux, avec Isabelle Palassin. Donc vous avez le lien pour l'inscription. Encore merci Laure, merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com et à très bientôt.